Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée cesse d'être passive pour devenir une force stratégique. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre que peu osent explorer. 7 leçons obscures qui transforment l'intelligence en influence, Machiavel. Ici, il ne s'agit pas de motivation superficielle ni de discours rassurants, mais d'une plongée lucide dans les mécanismes invisibles qui façonnent l'impact, l'autorité intérieure et la maîtrise de soi. À toute notre communauté, celles et ceux qui refusent de penser comme la foule, celles et ceux qui savent que l'intelligence véritable ne se montre pas, elle se ressent. Cette vidéo est pour vous. La chaîne Secret du mental explore les lois silencieuses de l'esprit humain, les dynamiques de la pensée organisée, et les principes mentaux qui permettent à une idée de devenir une influence et à une vision intérieure de se traduire en présence réelle dans le monde. À travers la pensée de Machiavel, nous allons questionner ce que peu interroge, comment la lucidité, la maîtrise émotionnelle, la constance et la perception transforment une intelligence ordinaire en pouvoir d'impact durable. Avant d'entrer dans ces leçons obscures, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Secret du mental, activez la cloche de notification, afin de ne manquer aucune exploration future de ces mécanismes mentaux qui transforment silencieusement celles et ceux qui les comprennent. Et pendant que vous écoutez cette vidéo, posez-vous cette question, et gardez-la jusqu'à la fin. Et si l'influence n'était pas quelque chose que l'on cherche à obtenir, mais quelque chose que l'on devient quand l'esprit est enfin aligné? Restez attentifs. Ce qui suit n'est pas fait pour divertir, mais pour éveiller une autre manière de penser. Quand la pensée cesse d'être silencieuse, il existe une intelligence qui observe et une intelligence qui agit. Mais entre les deux, il y a un seuil invisible, l'influence. Ce que Machiavel a compris, et que peu osent regarder en face, c'est que le monde n'obéit pas à la morale déclarée, mais à la volonté organisée. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leur esprit. Alors dis-moi, ton intelligence est-elle vue ou ressentie? La lucidité avant la vertu. L'homme influent ne commence pas par être bon. Il commence par être lucide. La lucidité n'est pas une qualité confortable. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne rassure pas. Elle ne protège pas des désillusions. Elle tranche. Elle expose. Elle enlève les filtres que l'on pose sur le monde pour continuer à s'y sentir en sécurité. Dans les couloirs du pouvoir florentin, Machiavel n'observait pas des idéaux, mais des comportements. Il voyait comment les alliances se formaient par intérêt, comment les promesses changeaient de forme selon les circonstances, comment la loyauté proclamée disparaissait dès que le rapport de force basculait. Ce n'était pas du cynisme, c'était de l'attention pure. Une attention froide, presque clinique. Ceux qui refusent de voir le monde tel qu'il est finissent toujours dominés par ceux qui l'acceptent. Non pas parce que ces derniers sont plus cruels, mais parce qu'ils ne se racontent pas d'histoire pour se rassurer. Ils savent que la réalité ne récompense pas les intentions, mais la compréhension. Un jeune diplomate idéaliste croyait que la loyauté suffisait. Il parlait avec le cœur, il faisait confiance aux mots, il pensait que la cohérence morale créerait naturellement le respect. Il ignorait une chose essentielle, les autres n'étaient pas engagés dans la même logique que lui. Il fut trahi par ceux qu'il pensait convaincre par la morale, non parce qu'ils étaient exceptionnellement mauvais, mais parce qu'ils étaient simplement humains, soumis à leurs intérêts, à leurs peurs, à leurs ambitions. Un autre, confronté au même jeu de pouvoir, fit un choix différent. Il comprit que voir clair, ce n'est pas renoncer à ses valeurs, mais refuser l'aveuglement. Il observa avant de parler. Il écouta avant de faire confiance. Il analysa les actes plutôt que les discours. Sa force ne venait pas d'une supériorité morale, mais d'une lecture précise du terrain sur lequel il avançait. Machiavel n'a jamais demandé d'abandonner toute vertu. Il a averti contre une vertu aveugle,
déconnectée de la réalité humaine. Une vertu qui ignore la nature des hommes devient une faiblesse déguisée. Une vulnérabilité que le monde exploite sans même s'en rendre compte. Celui qui se trompe sur la nature humaine se prépare à sa propre ruine. La lucidité oblige à regarder ce que l'on préférerait éviter. Que les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, que les relations sont souvent transactionnelles, que le pouvoir ne circule pas par la justice mais par l'équilibre des forces. Cette prise de conscience crée un malaise. Et pourtant, c'est dans ce malaise que naît l'influence réelle. Car celui qui voit clair n'est plus surpris. Il anticipe. Il ne confond pas espoir. Il ne projette pas ses valeurs sur les autres en pensant qu'ils les partageront naturellement. La lucidité, c'est accepter que le monde ne s'organise pas autour de ce qui devrait être, mais autour de ce qui est. Et cette acceptation ne rend pas plus dur, elle rend plus précis. Préfères-tu avoir raison ou avoir de l'impact? Cette question n'oppose pas la morale à la réussite. Elle oppose l'illusion au pouvoir réel. Avoir raison dans un monde que l'on ne comprend pas revient à parler seul. Avoir de l'impact commence toujours par une compréhension froide des règles invisibles du jeu. Je vois le réel sans peur, car la clarté est mon premier pouvoir. La peur maîtrisée vaut mieux que l'amour instable. L'amour est fragile. Il dépend de l'humeur, de l'intérêt, du confort, du moment. Il naît facilement, mais il se retire tout aussi vite lorsque les circonstances changent. L'amour collectif est conditionnel. Il existe tant que tout va bien, tant que les attentes sont comblées, tant que l'effort demandé reste faible. La peur, elle, est constante quand elle est juste. Non pas la peur brutale, agressive, chaotique, celle qui provoque la révolte et la haine, mais une forme plus subtile, plus stable. Le respect silencieux envers celui qui ne vacille pas. Une tension contenue, presque imperceptible, qui impose une limite claire. La peur maîtrisée n'écrase pas. Elle structure. Machiavel observait les princes aimés être abandonnés dès que la situation devenait difficile. Ceux qui cherchaient l'approbation permanente finissaient dépendants du regard des autres. Ils hésitent à décider, redoutent de déplaire, adaptaient leur posture à chaque émotion collective. Leur autorité fondait à mesure qu'ils tentaient de la rendre plus douce. À l'inverse, ceux qui inspiraient un respect ferme restaient debout dans la tempête. Non parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient prévisibles dans leur solidité. On savait jusqu'où ils pouvaient aller. On savait qu'ils ne cédaient pas à la pression émotionnelle. Cette stabilité créait une forme de sécurité paradoxale. On pouvait ne pas les aimer, mais on ne pouvait pas les ignorer. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase est souvent mal comprise. Elle ne glorifie pas la peur aveugle. Elle met en garde contre la dépendance à l'amour. L'amour rend vulnérable à l'inconstance des autres. Il exige d'être entretenu, rassuré, renouvelé. La peur maîtrisée, elle, repose sur une cohérence interne. Des règles claires, des limites non négociables, une posture qui ne se contredit pas. Dans toute dynamique humaine, il existe un moment où les intérêts divergent. À cet instant précis, l'amour est testé. Et souvent, il échoue. La peur maîtrisée, elle, reste. Elle n'a pas besoin d'émotions pour fonctionner. Elle agit même dans le silence. Le récit symbolique du lion n'est pas une glorification de la domination, mais une illustration de la gravité. Le lion n'explique pas sa force. Il n'argumente pas. Il ne cherche pas à séduire. Il avance pleinement aligné avec ce qu'il est. Et le silence autour de lui fait le reste. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'attention. L'influence naît souvent de cette gravité, de cette capacité à rester immobile intérieurement quand tout autour cherche à provoquer une réaction. Celui qui ne réagit pas immédiatement impose son rythme. Celui qui n'a pas besoin d'être aimé conserve sa liberté de décision. La peur maîtrisée n'est pas un outil extérieur,
Elle commence à l'intérieur. Elle naît lorsque tu cesses de chercher la validation, lorsque tu acceptes de déplaire, lorsque tu comprends que ton autorité ne dépend pas de l'affection qu'on te porte, mais de la solidité que tu incarnes. Ton entourage t'écoute-t-il par affection ou par gravité? Cette question révèle une tension profonde. L'affection disparaît avec le confort. La gravité, elle, demeure tant que tu restes aligné, stable et prêt à assumer les conséquences de tes décisions. La maîtrise de soi précède la domination du monde. L'homme qui réagit est déjà contrôlé. Chaque réaction non choisie est une concession silencieuse faite au monde extérieur. Une parole lancée sous l'effet de la colère, une décision prise dans l'urgence émotionnelle, un geste dicté par l'orgueil blessé, autant de portes ouvertes à l'influence des autres. L'homme qui se gouverne, lui, gouverne sans lever la voix. Sa force n'est pas visible, mais elle est constante. Elle ne dépend pas de la situation, ni de l'approbation, ni du rapport immédiat de force. Elle vient d'un espace intérieur stable, presque immobile, à partir duquel il observe avant d'agir. Machiavel savait que les empires ne tombent pas d'un seul coup. Ils se fissurent de l'intérieur. Avant que les murs ne s'effondrent, il y a toujours un désordre intime, une colère qui prend trop de place, un désir qui détourne l'attention, un ego qui réclame réparation. Ces failles invisibles deviennent des points d'entrée pour ceux qui savent en les exploiter. La colère non maîtrisée rend prévisible. Le désir mal dirigé rend dépendant. L'ego blessé rend manipulable. Ces trois forces, lorsqu'elles ne sont pas comprises, transforment l'homme intelligent en instrument. Peu importe la finesse de l'esprit ou la profondeur des connaissances, sans maîtrise intérieure, l'intelligence travaille pour les impulsions et non l'inverse. Le premier moyen de perdre un état est de ne pas se connaître soi-même. Se connaître soi-même ne signifie pas s'analyser sans fin. Cela signifie reconnaître ses déclencheurs. Savoir ce qui provoque la colère. Identifier ce qui alimente l'avidité. Observer ce qui nourrit l'orgueil. Celui qui ignore ces mécanismes internes les subit. Celui qui les observe commence à s'en détacher. La maîtrise de soi ne supprime pas les émotions. Elle les remet à leur place. Elle transforme l'émotion en information, non en ordre. L'émotion signale quelque chose, mais elle ne décide plus. Ce renversement est subtil, mais il change tout. Dans les jeux de pouvoir, celui qui reste calme quand les autres tremblent devient un point fixe. Et autour d'un point fixe, tout s'organise. Les autres parlent plus, justifient plus, se trahissent davantage. Le calme agit comme un miroir. Il renvoie à chacun sa propre agitation. Il n'y a rien de spectaculaire dans la maîtrise de soi. Elle ne se voit pas immédiatement. Elle se ressent dans la durée. Elle apparaît dans la cohérence des décisions, dans la rareté des réactions inutiles, dans la capacité à attendre sans se consumer. Celui qui se gouverne n'a pas besoin d'imposer sa volonté par la force. Sa simple présence modifie la dynamique. Il ne cherche pas à dominer, mais il n'est jamais dominé intérieurement. Et cette indépendance intime est la forme la plus discrète et la plus redoutable de pouvoir. Qui décide vraiment de tes actes, toi ou tes impulsions? Chaque fois que tu réponds trop vite, que tu expliques trop, que tu te justifies sous la pression, la réponse apparaît d'elle-même. La maîtrise commence le jour où tu acceptes de ne pas réagir immédiatement, de laisser passer l'orage intérieur avant d'agir. Je suis calme là où les autres tremblent. Ma maîtrise est mon avantage. L'image précède la vérité. Les hommes ne suivent pas ce que tu es. Ils suivent ce qu'ils croient que tu es. Cette distinction, aussi inconfortable soit-elle, gouverne la plupart des relations humaines. L'essence intérieure, aussi riche et authentique soit-elle, n'agit pas directement sur le monde. Ce qui agit,
c'est la forme que cette essence prend lorsqu'elle devient visible, interprétable, racontable. Avant même que tu parles, une histoire est déjà en train de se construire autour de toi. Machiavel n'enseigne pas le mensonge. Il enseignait la compréhension brutale d'un fait fondamental. La perception gouverne plus que la réalité. Les hommes n'ont ni le temps ni l'envie d'explorer la profondeur de chacun. Ils jugent vite à partir de signes, d'attitudes, de cohérence apparente. Ce jugement n'est pas toujours juste, mais il est efficace. Et il produit des conséquences bien réelles. Les hommes jugent par l'apparence, car peu savent voir au-delà. L'apparence, ici, ne se limite pas à l'esthétique. Elle inclut la posture, la manière de parler, le rythme, le silence, la capacité à assumer une décision sans se justifier. Elle inclut aussi ce que tu laisses volontairement dans l'ombre. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Tout n'a pas besoin d'être montré. Le mystère bien dosé renforce l'image plus qu'il ne l'affaiblit. Un dirigeant sûr de lui inspire plus de foi qu'un génie hésitant. Ce constat dérange, mais il se vérifie sans cesse. Le génie qui doute expose ses fissures avant que son intelligence ne soit perçue. Le dirigeant assuré, même avec des compétences moindres, crée un sentiment de direction. Les autres projettent sur lui une compétence qu'ils n'ont pas encore vérifiée, simplement parce que son image offre une structure rassurante. L'image agit comme un raccourci mental. Elle simplifie le réel pour le rendre assimilable. Dans des environnements complexes, cette simplification devient une nécessité. Celui qui comprend cela peut orienter la lecture que les autres font de lui. Non pas en inventant une fausse identité, mais en choisissant consciemment ce qu'il rend visible et ce qu'il garde intact. Il y a une différence essentielle entre tromper et cadrer. Tromper, c'est mentir pour masquer un vide. Cadrer, c'est organiser la perception pour protéger une profondeur. Machiavel s'adressait à ceux qui confondaient sincérité et exposition totale. Montrer toutes ces hésitations n'est pas une preuve d'authenticité. C'est souvent une abdication de pouvoir. L'image précède la vérité, car la vérité a besoin de temps pour être comprise. L'image, elle, agit instantanément. Elle ouvre ou ferme des portes avant même que la compétence ne soit évaluée. Elle conditionne l'écoute, l'attention, la crédibilité accordée. Celui qui ignore cette réalité subit l'image que les autres fabriquent pour lui. Celui qui en est conscient devient architecte de sa présence. Il ne joue pas un rôle, il affine une projection. Il comprend que l'impact précède toujours l'explication. Quelle histoire racontes-tu sans prononcer un mot ? Chaque geste, chaque silence, chaque regard posé ou évité participe à cette narration muette. Et cette histoire, qu'elle soit voulue ou non, détermine bien plus que tes intentions la manière dont le monde te répond. La constance écrase le génie instable. Le monde admire l'intelligence brillante, les idées rapides, les éclairs de génie, les discours qui impressionnent. Mais l'admiration est superficielle. Elle s'éteint aussi vite qu'elle apparaît. Ce que le monde finit par suivre, ce n'est pas l'intelligence qui séduit, mais la persévérance qui insiste. L'intelligence brillante attire les regards. La constance, elle, transforme la réalité. Machiavel observait que la fortune ne se donne pas à ceux qui comprennent vite, mais à ceux qui restent en mouvement quand l'enthousiasme s'est dissipé. Il voyait des esprits remarquables s'arrêter au premier revers, paralysés par le doute ou la lassitude. Et à côté, des hommes moins brillants mais plus obstinés, avancer lentement, méthodiquement, jusqu'à occuper tout l'espace. La fortune est comme une femme. Elle favorise les audacieux. L'audace dont il parle n'est pas un élan impulsif. C'est une audace répétée. Une capacité à agir encore, même lorsque l'envie n'est plus là, même lorsque personne ne regarde, même lorsque le résultat tarde à apparaître. Le génie instable dépend de l'inspiration. Il attend le bon moment,
la bonne énergie, la bonne reconnaissance. Il s'embrase, puis s'éteint. Sa trajectoire est irrégulière, imprévisible, souvent brillante, mais rarement décisive. La constance, elle, n'a pas besoin d'inspiration. Elle avance par discipline. Elle accumule des petits pas qui, avec le temps, deviennent une force impossible à ignorer. Dans les dynamiques de pouvoir et d'influence, la constance crée une pression silencieuse. Elle ne choque pas, elle n'impressionne pas immédiatement, mais elle s'installe. Elle use les résistances. Elle finit par définir les attentes des autres. Celui qui est toujours là, toujours actif, toujours aligné, devient une référence implicite. Visualise cette scène. Imagine-toi avançant pendant que les autres abandonnent, jour après jour, sans applaudissements, sans témoins. Au début, rien ne change extérieurement. Les efforts semblent se perdre dans le vide. Mais intérieurement, quelque chose se structure. Une identité se forme, celle de celui qui continue. Cette identité devient perceptible. Les autres ne savent pas exactement quand, ni comment, mais ils commencent à ajuster leur comportement autour de cette présence constante. La constance transforme aussi la relation à la peur et au doute. Ceux-ci ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir paralysant. Ils deviennent des bruits de fond. La répétition de l'action réduit l'importance de l'émotion. Agir malgré l'incertitude devient une habitude, puis une seconde nature. Machiavel savait que la fortune n'aime pas l'hésitation prolongée. Elle favorise ceux qui créent un mouvement continu, même imparfait. Celui qui avance constamment finit par rencontrer des opportunités que l'immobile ne voit jamais. C'est là que naît l'influence réelle. Pas dans l'éclat ponctuel, mais dans la trace laissée par la répétition, dans la réputation silencieuse de fiabilité, dans cette impression diffuse que, quoi qu'il arrive, tu seras encore là demain, prêt à avancer une fois de plus. Le silence est une arme. Celui qui parle trop révèle ses cartes. Chaque mot supplémentaire réduit l'espace de manœuvre. Chaque explication offerte sans nécessité éclaire une intention qui aurait pu rester ambiguë. À force de vouloir être compris, on finit souvent par se rendre prévisible. Celui qui se tait devient une énigme. Et l'énigme attire toujours plus d'attention que la transparence totale. Machiavel observait que le silence crée un vide. Un espace non rempli où l'esprit des autres commence à travailler. Ce vide n'est jamais neutre. Il se charge de suppositions, d'interprétations, de projections. Là où les mots imposent une lecture unique, le silence laisse place à plusieurs lectures possibles. Et dans ce flou, le pouvoir se déplace. On se défie moins de ce que l'on ne comprend pas entièrement. Parler, c'est diriger l'attention. Se taire, c'est diriger l'imagination. Dans les dynamiques humaines, celui qui parle en permanence cherche souvent à contrôler la perception qu'on a de lui. Il corrige, précise, justifie. Mais ce besoin de clarification constant trahit une insécurité. Il donne l'impression que l'image ne tient pas toute seule, qu'elle a besoin d'être soutenue par un flot continu de mots. Le silence, au contraire, suggère une solidité intérieure. Il donne l'impression que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Il existe une profondeur qui ne se dévoile pas immédiatement. Cette retenue crée une tension. Les autres veulent comprendre. Ils observent davantage. Ils écoutent plus attentivement quand enfin une parole s'est prononcée. Machiavel savait que le silence est une arme défensive et offensive à la fois. Défensive parce qu'il protège les intentions. Offensive parce qu'il oblige les autres à se dévoiler. Face au silence, beaucoup parlent pour combler le vide. Ils expliquent trop, se contredisent, révèlent leur motivation. Celui qui sait se taire recueille ses informations sans effort. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est une communication différée. Chaque pause, chaque regard maintenu,
Chaque réponse retardée envoie un message souvent plus puissant que n'importe quel discours. Il indique que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas sous pression, que tu contrôles ton rythme. Il existe un silence maladroit, chargé de peur, et un silence stratégique, chargé de présence. La différence se ressent immédiatement. Le silence stratégique ne fuit pas le regard. Il ne s'excuse pas. Il s'installe. Il laisse les autres ajuster leur comportement autour de lui. Dans les cercles de pouvoir, celui qui parle le moins est souvent celui que l'on écoute le plus. Non parce qu'il impose, mais parce que sa parole devient rare. Et ce qui est rare prend de la valeur. Parles-tu pour exister? Ou te tais-tu pour peser? Cette question sépare ceux qui cherchent à remplir l'espace de ceux qui cherchent à le modeler. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, ne te rend pas invisible. Il te rend central précisément parce qu'il force les autres à te regarder autrement. L'influence durable naît de l'alignement intérieur. La plus grande leçon est invisible. L'influence n'est pas un masque éternel. Elle s'effondre si l'intérieur est vide. Machiavel, mal compris, n'enseigne pas la cruauté, mais la cohérence entre intention, action et perception. Quand la pensée est organisée, quand le désir est clair, quand la foi en soi devient tranquille, alors l'intelligence cesse d'être une idée. Elle devient une force. Les hommes changent rarement leur nature, mais toujours leur masque. Si plus personne ne te voyait, serais-tu toujours aussi fort intérieurement? Le murmure final, souviens-toi. Le monde n'est pas dirigé par les plus bruyants, mais par ceux dont la pensée est disciplinée, dont la volonté est persistante, et dont l'esprit a cessé de demander la permission. L'intelligence devient influence le jour où elle ose se tenir droite.